Merci beaucoup. Merci à l'association de m'avoir invité et merci à vous d'être là ce soir, nombreux et nombreuses. C'est une soirée où on pourrait y passer des semaines sur cette thématique. Et donc avec Patricia, nous avons discuté, j'ai fait des propositions de quelques points focus qu'on va aborder tous ensemble. Et puis le temps d'échange sera aussi pour répondre à des questions ou des éléments que je n'aurai pas eu le temps d'aborder avec vous. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est surtout que vous puissiez avoir des connaissances qui se complètent par rapport à ce qui est dit habituellement et que vous sortiez d'ici avec des notions peut-être plus claires qu'elles ne sont. On va aborder 3 éléments importants. Je vais vous introduire la notion de soins palliatifs, parce que vous verrez qu'on a souvent tendance à confondre fin de vie et soins palliatifs. Or, ces deux notions, certes proches, mais distinctes. On fera un peu de quiz de législation pour vous réveiller, pour éviter que vous vous endormiez, et puis surtout pour m'assurer que vous connaissez vos droits. Et que vous sachiez si vous souhaitez prendre acte de votre futur plus ou moins proche et donc savoir quels sont vos droits. Et puis, vu que c'est d'actualité depuis quelques années et d'autant plus depuis maintenant 1 an, j'aborderai les aides à mourir, ce qu'on appelle aussi euthanasie, suicide assisté, à travers un léger panorama de ce qui existe dans le monde, et je vous présenterai le texte actuel qui a été déposé le 6 mars, qui ne sera sûrement pas celui qui sera finalement, qui paraîtra au journal officiel s'il est voté, puisqu'il n'y a eu pour l'instant aucun amendement déposé, donc on ne sait pas dans quel sens il va évoluer. Mais c'est pour vous donner quelques idées. Alors pour commencer déjà, sans forcément vous faire passer le micro, mais en disant, quand vous entendez parler de soins palliatifs, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? C'est des soins de famille. Quand il n'y a pas de rémission possible. Pas de rémission possible. Soins de confort. Soulager la douleur. Accompagner. Quand on arrête tous les traitements. Et c'est souvent aussi dans ce sens-là, même au début, on peut les soins palliatifs, ça peut être une discussion pour arrêter les traitements et petit à petit arrêter les traitements. Et après, effectivement, l'accompagnement. Donc un temps de discussion, adaptation des traitements, et plus ou moins les arrêter à un moment donné. D'accord. Bon, et on va aller un peu plus loin. Alors, est-ce que déjà les soins palliatifs peuvent être associés à des soins curatifs? Alors, ça vous paraît peut-être du charabia. Si je suis en soins palliatifs, est-ce que je peux avoir une chimiothérapie? Alors, je vois des oui, puis je vois des je sais pas ou non, mais vu qu'il y a un oui dit, j'ose pas dire. Alors, ceux qui disent oui, essayez de convaincre ceux qui ont envie de dire non, mais qui n'osent pas. Alors, peut-être que vous êtes proche, voilà. La notion de palliatif, ça revient à ce que disait une des dames tout à l'heure, c'est la notion d'incurabilité. Donc on peut avoir une chimiothérapie, et c'est souvent le cas pour les chimiothérapies, qui a pour but de ralentir la maladie, voire la faire régresser, mais pas de la guérir. Donc si le traitement ne peut pas guérir la maladie, c'est un traitement palliatif. Même s'il la ralentit, s'il la diminue, si ça ne permet pas de la guérir, c'est du palliatif. Et c'est pas pour autant que forcément, vous verrez tout à l'heure, que ce traitement est inutile. On peut très bien mettre une chimiothérapie en palliatif si ça permet que le patient gagne en qualité de vie, gagne en espérance de vie, même si ce sait condamné à plus ou moins long terme. Donc pour l'antibiotique, là, il y a moins de doute. Est-ce que ça concerne que les patients en phase terminale?
souvent ce qu'on nous dit, quand on parle de soins palliatifs à un patient qui n'en a jamais entendu parler, il nous dit « les carottes sont cuites, je suis foutu, ça y est, c'est la fin, je vais sortir d'ici les pieds devant ». Donc est-ce que quand je suis en soins palliatifs, quand on me parle de soins palliatifs, c'est que je vais mourir dans les 15 jours? Alors ça peut durer combien de temps? J'entends, ça peut durer peut-être plus d'1 an. Est-ce que ça peut durer plusieurs années? Je suis une patiente, ça fait 20 ans qu'elle est en soins palliatifs. Elle a un cancer métastatique qui évolue lentement, qu'on ne pourra jamais guérir, et elle va mourir de ce cancer. Elle l'a eu à 20 ans, elle en a 40, elle est toujours en vie. Comment? Alors, question qui n'est pas posée là, mais très bien. La question de monsieur, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait entendu, c'est est-ce que quand on est en soins palliatifs, on est forcément hospitalisé? Non. Et vous aurez plus de réponses tout à l'heure sur quand on est en soins palliatifs, où est-ce qu'on peut être pris en soins? Est-ce que ça concerne que les patients atteints de cancer, les soins palliatifs? Non. Alors, est-ce que vous avez des idées de maladies pour lesquelles on pourrait être en soins palliatifs? Maladie de Charcot. Alors ça, souvent vous en entendez parler, soit parce que vous avez eu des proches autour de vous, soit parce que vous avez eu des reportages ou des films sur la question. C'est la maladie qu'on appelle aussi la sclérose latérale amyotrophique. Cette maladie très handicapante, puisqu'elle paralyse. D'autres maladies? Non, je l'avais pas. Je pense que ça va recouper. Laissez-les pas loin. Quoi d'autre comme maladie? Alors tout ce qu'on va appeler en fait les maladies dites neurodégénératives. Alors c'est pas un mot très beau parce que ça connote négativement, mais c'est toutes les maladies où il y a une dégénérescence, une destruction du système nerveux qui est définitive et qui est aussi dite progressive et qui à un moment donné va amener au décès du patient. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir à un moment donné une destruction du système nerveux mais qui ne va pas évoluer et du coup on ne sera pas en palliatif s'il n'y a pas un risque de décès. Une qu'on a tendance à oublier alors qu'elle est extrêmement fréquente, c'est les démences au sens large, Alzheimer et apparentés, qui sont des maladies palliatives pour lesquelles on va vivre des dizaines d'années. D'accord? Donc c'est pour vous rappeler que l'évolution des maladies pour lesquelles on peut être en situation palliative, elles peuvent être très longues. Donc on a parlé de maladies neurologiques, on a parlé de cancer. Est-ce que vous avez d'autres idées de maladies? Alors je vous questionne sur ces idées de maladies, c'est parce que autant sur les 20 dernières années, on se centrait sur 2 types de maladies, grosso modo en soins palliatifs, le sida, ou plutôt le VIH, et le cancer. Le VIH, maintenant, on peut quasiment en guérir, donc c'est quasiment plus une maladie pour laquelle on prend en charge des patients. Alors, quel autre type de maladie? Eh bien, en fait, toutes les insuffisances d'organes. Donc, les insuffisances d'organes respiratoires, les insuffisances cardiaques, évolutives, les insuffisances rénales sévères, et puis aussi les maladies hématologiques rentrent dans cette catégorie. Puis il y a une autre catégorie qui vous parle moins, que souvent dans le grand public on appelle la vieillesse, mais qui est plutôt dans la réalité ce qu'on appelle la polypathologie, c'est d'avoir plein de maladies en même temps. Et ben donc plus on avance dans le temps, plus on a un risque d'avoir plusieurs maladies, et sauf que la somme de ces maladies-là fait qu'à un moment donné, et ben on devient très malade. Et donc ça aussi fait que quand notre état général devient tellement faible par la somme de ces maladies, on peut être en soins palliatifs. Est-ce qu'il y a un intérêt à intégrer les soins palliatifs le plus tôt possible? Alors si je vous le dis, c'est pour faire ma pub, donc oui. Pourquoi? Les études montrent que, et notamment les premières études c'était dans le cancer, mais maintenant on l'a aussi dans l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, dans les démences, que
plus on commence tôt les soins palliatifs, meilleure est la qualité de vie du patient, meilleure est la qualité de vie du proche ou de l'aidant. Et certaines études, mais pas toutes, montrent même un gain d'espérance de vie, par exemple dans le cancer, où certaines études ont montré qu'on gagnait autant en espérance de vie que si on faisait une immunothérapie. Il y a un coût moindre. Donc c'est pour vous dire que dans notre réflexion, qu'on a souvent de se dire il me faut un traitement, c'est pas toujours ça la solution. Et que des fois, de réfléchir à ce qui est le mieux pour soi, de ce quoi mes valeurs, qu'est-ce que je souhaite comme soin, peut éviter aussi d'accepter des soins qui nous fatiguent plus que nous rendent service. D'accord ? C'est souvent le cas de l'exemple qu'on a pour la chimiothérapie. Je pense que, hélas, vous avez tous connu autour de vous des personnes sous chimiothérapie, que vous avez tous vu ces personnes fatiguées après la chimiothérapie. Quand on fait une chimiothérapie, normalement, on doit avoir un très bon état général au moment où on fait la chimiothérapie. Or, de temps en temps, si le patient dit non mais je veux absolument un traitement, ou que le médecin, lui, veut absolument faire un traitement à son patient alors qu'il est très fatigué, et bien lui faire le traitement alors qu'il n'a pas un bon état général. Et là, on sait que la conséquence, c'est quoi ? Qu'il y a un haut risque de décès à cause de la chimiothérapie. Et donc, en voulant bien faire, eh ben, on fait pire que ce que la maladie aurait fait. Est-ce que ça intègre la prise en charge des proches, les soins palliatifs ? Bien sûr, de tout l'environnement du patient. Alors, je me base sur quoi pour vous dire tout ça ? Grosso modo, en France, à l'heure actuelle, on a la loi de 2002 qui nous définit les soins palliatifs, et la même année, l'Organisation mondiale de la santé a aussi écrit une définition des soins palliatifs. Cette loi nous dit que les soins palliatifs, c'est des soins actifs et continus. Alors, vous allez dire, ça veut dire quoi des soins actifs et continus ? Tout simplement parce que avant cette loi, la plupart des gens considéraient que quand on faisait des soins palliatifs, c'est qu'on ne faisait plus rien. Non. Donc même dans la loi, c'est marqué, soins palliatifs ne veut pas dire plus rien faire. Ça veut surtout dire faire des soins. Mais des soins qui ne sont pas forcément des soins pour guérir, pas du tout. Mais ça n'empêche qu'on fait des soins. Et continu, c'était pour éviter ce que certains patients ressentaient, et peuvent peut-être toujours ressentir, c'est qu'à partir du moment où on leur dit qu'on ne peut plus les guérir, on les transfère vers une équipe de soins palliatifs, et ils ont l'impression qu'on leur dit au revoir, qu'on ne les revoit plus, et que du jour au lendemain, ils n'entendent plus parler des médecins ou des soignants qu'ils avaient l'habitude de voir. Comme s'ils étaient des rebuts de la société, ce qu'on appelait avant les indigents ou autres, ou qu'on mettait dans les hospices, ces mouroirs où on cachait la mort et qu'il ne fallait pas voir les gens mourir à l'hôpital, parce que ça veut dire que l'hôpital avait mal fait. Donc là, c'est aussi pour rappeler que ça doit être continu et qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête, que d'un seul coup, le parcours s'arrête brutalement. En équipe interdisciplinaire, ça répond en partie à la question de monsieur en institution ou au domicile, ça doit avoir lieu partout, et on ne doit pas le faire seul, on doit multiplier les regards, et ça vise à quoi ? Ce que vous avez très bien dit tout à l'heure, à soulager la douleur, à apaiser les souffrances psychiques. Ce qu'on dit maintenant, c'est à apaiser et à prendre en charge les souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et ça vise à garder la dignité de la personne malade, dignité qu'on reverra peut-être tout à la fin, qui est propre à chacun et que seule la personne malade peut juger. Et à prendre en charge son entourage. La définition de l'OMS est quasiment la même. Elle rajoute une notion qui n'était pas définie dans la loi française, c'est que ça concerne qui ? Parce qu'en fait, c'est pas trop qui ça concerne la loi française. Ça concerne ces fameuses maladies potentiellement mortelles. Donc ça veut aussi dire qu'on peut être à un moment donné en soins palliatifs et en sortir parce que la maladie qui est potentiellement mortelle, on a réussi au final à la guérir. Exemple, vous arrivez pour une infection extrêmement grave à l'hôpital, vous allez en réanimation, les premiers jours se passent très mal, on pense que vous allez, hélas, pas passer cet épisode aigu, et on commence à évoquer des soins palliatifs. Miracle, ou juste retard d'efficacité des antibiotiques, l'infection s'améliore, et du coup, vous guérissez de la maladie, vous n'êtes plus en soins palliatifs, vous avez passé cette infection aiguë, c'était à un moment donné que vous aviez un risque vital, qu'il y avait un risque que la maladie fasse que vous décédiez de cette maladie.
Sur la colonne de droite, c'est des messages qu'on entend souvent et qu'il ne faut pas retenir. Donc je commence par celle-là pour que du coup, après, je vais les recouvrir par les bons messages. Donc c'est pas destiné qu'aux patients atteints de cancer, c'est pas destiné qu'aux personnes âgées. Les soins palliatifs, on en fait en pédiatrie, on en fait aussi en anténatal. Les interruptions médicales de grossesse sont accompagnées par des équipes de soins palliatifs. Cette réflexion de est-ce que nous gardons l'enfant gravement malade, est-ce que un enfant qui va naître mort, comment on accompagne les proches et comment on accompagne cet enfant qui va mourir dans les heures qui suivent, ça fait aussi partie de la prise en charge palliative. C'est pas destiné aux patients qui n'ont plus que quelques jours ou quelques heures à vivre. Ça a lieu n'importe où, et pas que dans des services de soins palliatifs. Et ça ne veut pas dire arrêter les soins, arrêter les traitements. Peut-être qu'on va arrêter certains traitements, mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter tous les traitements. Donc, ce qu'il faut retenir de la soirée, c'est des soins actifs et continus. On commence le plus tôt possible. C'est quand on a une maladie grave, potentiellement mortelle. Ça prend et ça accompagne les patients, les proches, quel que soit leur âge. Une prise en charge globale, physique, psychique, sociale, spirituelle. Spirituelle au sens, quel sens je donne à ma vie, à mon existence. Pas religieux, c'est vraiment le sens de la vie pour qu'on s'adapte à chaque individu. Et une prise en charge en équipe, quel que soit le lieu de vie du patient. Alors, je passe sur cette diapo là, parce qu'on en a parlé, c'était les différentes pathologies. Je mets ce schéma-là parce que souvent, à partir de ce moment-là, ça paraît clair, et puis on me dit, mais oui, mais ça veut dire qu'un tel, est-ce qu'il est en soins palliatifs, est-ce qu'il ne l'est pas, quand est-ce que je suis, quand est-ce que je ne suis pas, je ne comprends pas. On s'en fiche un peu. Et ce que nous montre ce schéma, où sur l'horizontale, c'est le temps qui passe, c'est que ce qu'on appelle des fois les soins de support, eh ben, ça correspond aussi à des soins palliatifs. Et que même dans la phase où on peut guérir de la maladie, on peut avoir des soins de support, ou des soins, entre guillemets, palliatifs, qui sont là pour pallier à des symptômes liés à la maladie, ou liés au traitement de la maladie. Ce qui va changer quand on passe à la phase palliative, c'est qu'on va ne plus avoir d'espoir de guérison, et qu'à un moment donné, mais pas tout de suite, on n'aura même plus aucun traitement spécifique de la maladie. Donc si on a un cancer, on n'aura plus besoin de chimiothérapie à un moment donné, puisque ça servira à faire. Si on a de l'insuffisance cardiaque, il y a certains traitements qui visent à ralentir la progression de l'insuffisance cardiaque, mais des fois on n'est plus en capacité de le recevoir. Donc c'est à ce moment-là qu'on parle, et que vous entendez peut-être souvent ce terme-là, de phase terminale. Cette phase terminale, c'est la phase à partir de laquelle il n'y a plus de traitement qui vise à ralentir la maladie. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que le patient va décéder tout de suite. On peut très bien vivre très longtemps en phase terminale. Si on reprend l'exemple de la maladie de Charcot, il y a très peu de médicaments qui ralentissent vraiment la progression. Il y en a, mais certains patients ne sont pas du tout répondeurs. Et du coup, on peut vivre des années avec la maladie de Charcot sans aucun traitement pour la maladie. Autre exemple, la maladie de Huntington. Vous avez peut-être déjà vu des reportages. Cette maladie qui touche vers la trentaine d'années, génétique, qui va créer à la fois des mouvements incontrôlés et une démence sévère, où on n'a aucun traitement pour ralentir la maladie. Alors, si jamais vous vous endormez, il y a 2 sites où vous retrouverez toutes les informations de qualité. C'est le site de la Haute Autorité de Santé, qui fait des fiches à destination des patients sur les soins palliatifs et aussi sur leurs droits. Et puis il y a un autre site qui est très bien fait, qui est le site du Centre national sur les soins palliatifs et la fin de vie, et qui s'appelle tout simplement Parlons fin de vie. Alors, je laisse ces gens ouvrir leurs appareils photo. Maintenant, on va aborder quelques notions de droit de la loi française
Cette loi, elle a évolué, mais le principe fondamental du droit dans lequel on se situe depuis une vingtaine d'années, c'est celle qui a été créée sous la loi Kouchner de 2002, celle du respect de la volonté du patient. Avant, grosso modo, en simplifiant, le médecin faisait ce qu'il voulait du patient. Depuis 2002, on est plutôt dans un autre système qui est celui de la décision reste médicale, de savoir s'il y a une indication ou pas de traitement, mais le patient a le droit de refuser, ce qui n'était pas aussi clair avant 2002. Il a le droit de refuser, mais pour ça, il faut qu'il ait une information claire, loyale, c'est-à-dire qu'on ne lui dit pas que ce qui va mal se passer ou que ce qui va bien se passer en fonction de l'envie du médecin. Et en plus de ces deux éléments de clair-loyal, il doit être approprié au niveau de compréhension du patient. C'est-à-dire qu'on ne doit pas parler en termes médicaux si c'est un médecin qu'on a en face de nous comme patient. Si le patient refuse un soin, la seule chose que nous impose la loi, c'est que si son pronostic vital va être engagé du fait de son refus de soin ou de sa demande d'arrêt, il doit le réitérer dans un délai raisonnable. Il n'y a pas d'histoire de minutes minimum ou d'heures minimum. On va s'adapter à chaque situation. Et dans ce cas-là, on respecte sa volonté d'arrêter ou de ne pas entreprendre un traitement ou une exploration. Ça vous paraît peut-être logique, mais c'est ce qui va fonder le reste des lois par la suite, puisque la question qui va se poser après, c'est oui, mais le jour où je ne serai plus capable de recevoir l'information, ou les jours où je ne serai plus en capacité d'exprimer mon souhait, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Mais pour ça, il fallait d'abord que le droit crée le droit au patient de pouvoir refuser ou demander d'arrêter un traitement. Dans tous les cas, si un patient refuse un traitement, ce qu'avaient peur les patients avant 2002, c'est de se dire bah, « mais le médecin ne voudra plus me traiter. Donc moi je vais souffrir de mon côté, j'aurai plus d'antalgique, je ne vais pas avoir de prescription d'infirmière, ça va être la cata ». La loi du coup impose au médecin de sauvegarder la dignité du mourant et d'assurer la qualité de fin de vie, même s'il a refusé un traitement ou une exploration. Il ne faut pas que le médecin dise bah, « il veut pas, bah, tant pis, je le laisse dans son coin ». Ce qui nous amène à parler des directives anticipées. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu parler de cette notion, ça sert à quoi ? Alors, Madame dit, ça sert à décider pour ce que l'on veut pour la fin de vie, en détaillant quelques éléments. Alors, les directives anticipées servent à désigner une personne de confiance. C'est ce que dit une autre dame. Alors, j'entends contre l'acharnement thérapeutique avec une petite danse d'incertitude. Et quand est-ce qu'on s'en sert, du coup ? Alors, on va voir ça. Alors, du coup, on va préciser les questions, peut-être que ça va vous éclairer. Qui peut écrire des directives anticipées ? Est-ce que votre petit-fils, parce que vous avez plus l'âge d'avoir des petits-fils que... mineurs ? Non. Est-ce que vous avez une obligation de rédiger vos directives anticipées ? Alors, j'ai non, et puis quelqu'un m'a dit à certains moments si. Alors ça, c'est ce que vous font croire les cliniques pour avoir des bons points qualité. C'est que quand vous rentrez dans une clinique, généralement on vous donne un petit guide où dedans on vous demande d'écrire votre directive anticipée et de les remettre à l'anesthésiste. Alors c'est bien qu'on fasse information, mais c'est pas du tout obligatoire. C'est une proposition
Mais il n'y a aucune obligation. C'est un droit, mais pas une obligation. Si vous êtes en capacité de vous exprimer, est-ce que le médecin il peut regarder vos directives anticipées et prendre des décisions en fonction? En principe. Alors, exactement. Les directives anticipées, on s'en sert qu'à un seul moment quand vous n'êtes plus capable d'exprimer vos volontés. Ça ne sert à rien avant. On a des patients, des fois, qui disent « Regardez dans mes directives anticipées, vous avez la réponse. » Ben non. Si vous êtes capable de le dire, je ne peux pas regarder. C'est important. Le but de ça, c'est d'avoir un dialogue et un échange avec le patient. Donc, que nous dit la loi? Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées dans le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Elles servent à quoi ces directives anticipées? Elles servent à exprimer la volonté de la personne relative à sa fin de vie, mais pas sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que la loi, elle considère ce sur quoi doit porter les directives anticipées. Les directives anticipées, elles vont aborder la question de la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitement. Donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vous permettre d'exercer votre droit de refus auprès du corps médical le jour où vous n'êtes plus en capacité de l'exprimer. Dit autrement, vous ne pouvez pas dire « Moi, le jour où je ne suis plus en capacité de m'exprimer, je veux que vous me branchiez, que vous mettiez un respirateur artificiel, un cœur artificiel, des poumons artificiels, des reins artificiels pour me maintenir en vie le plus longtemps possible. » Vous rigolez, mais il y a des procès pour ça envers des médecins de famille qui ont dit ben non, il avait marqué dans ses directives anticipées qu'il voulait qu'on le maintienne le plus longtemps en vie et vous ne l'avez pas fait. Donc c'est pour ça que la loi est obligée d'être aussi précise. Parce que il y a toutes sortes de situations qui peuvent avoir lieu. On peut les écrire à tout moment et elles sont révisables et révocables à tout moment. Elles n'ont plus de durée de validité. Avant, elles avaient une date de péremption. Grosso modo, les directives anticipées, dans le monde médical, on n'est pas trop fan parce qu'on a toujours peur que le patient, il ait oublié qu'il les ait rédigés et que s'il les a oubliés, qu'il ne les a pas revus alors que sa perception de la maladie, elle a peut-être changé. Mais dans la réalité des faits, quand on a évalué la première loi qui avait parlé de directives anticipées, très peu de personnes les avaient rédigées. Et ceux qui les avaient rédigées, elles étaient quasiment plus valables pour la totalité des directives anticipées rédigées. Et puis on crée un système d'inégalité. Dans la Constitution française, il y a le terme d'égalité qui est central. Or, un patient qui a une démence, au-delà de 3 ans, il ne sera peut-être plus en capacité de les rédiger. Mais il ne va pas être, au moment où on aura besoin de s'en servir, peut-être dans cette période-là. Et du coup, si on en a besoin 6 ans après, alors qu'il n'est plus en capacité de les rédiger, elle n'était plus valable. Donc, on ne pouvait pas y avoir de document légal qui nous dise, entre guillemets, ce qu'il aurait souhaité à ce moment-là. C'est dans ce sens-là qu'on a fait évoluer la loi pour qu'elle devienne valable de manière illimitée dans le temps, mais par contre que le patient puisse les modifier à tout moment. Il existe différents modèles de directives anticipées que vous pouvez retrouver soit sur le site de la Haute Autorité de Santé que je vous ai montré tout à l'heure, qui vont être plutôt ces modèles de gauche, plutôt du texte libre. On va vous dire quel traitement vous ne souhaiteriez pas avoir si vous n'êtes plus en capacité de communiquer, et d'autres que certains ont peut-être vu si ils ont été au bloc opératoire, plutôt de droite, où c'est des cases à cocher, où on vous présente une liste de complications que vous pourriez avoir, et surtout dans quel état vous risqueriez d'être si jamais on arrive à vous sauver de cette complication. Et donc on vous dit, est-ce que vous acceptez ou pas d'être hémiplégique, d'être paraplégique, d'être aveugle, d'être sourd, etc. Et là, en fait, c'est à chaque patient de voir ce qui lui correspond. Il y en a qui ne veulent pas se projeter dans une complication particulière,
Et il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir ce niveau de détail pour justement savoir ce qui pourrait se passer. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modèles et qu'il n'y en a pas un qui correspond à tout le monde. Donc je vous ai mis les deux modèles, les liens. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont rédigé leur directive anticipée? Ce document? On le donne en général comme ça, on le donne à la clinique. Qu'est-ce que la clinique en fait après? Est-ce que c'est enregistré quelque chose sur un site? C'est parfait, je ne vous ai pas payé, mais c'était le lien. En voyant le début, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils en font après? Et bien ceux qui ont rédigé leur directive anticipée, vous en avez fait quoi? Alors normalement la clinique, elle vous conseille déjà d'en garder un exemplaire. Elle vous dit aussi, généralement, d'en donner un exemplaire à votre médecin traitant, si vous en avez un. Et elle vous conseille aussi de le mettre sur un endroit que vous avez tous consulté, j'imagine, dans l'année au moins une fois, votre espace santé. Votre espace santé qui est accessible par tous les professionnels de santé, pour lequel on a l'obligation, nous, si on prend une décision de limitation de soins chez quelqu'un qui n'est plus capable de s'exprimer, d'aller ouvrir votre espace santé pour être sûr que vous avez ou pas déposé des directives anticipées. Donc vous vous dites, bah oui, mais moi la technologie, c'est compliqué, ou j'ai perdu le code, parce qu'en fait il y a 3 ans vous envoyez un code, et ben, le gouvernement a tout refait, et depuis janvier 2024, il a ouvert tous les espaces santé pour tout le monde, et il vous suffit d'avoir votre numéro de sécurité sociale pour ouvrir votre espace santé. Après, il va vous demander des éléments soit votre numéro d'impôt, etc., pour passer par France Connect pour réussir à l'ouvrir, mais il suffit d'avoir votre numéro de sécurité sociale. Ce qui peut vous intéresser aussi sur cet espace santé, c'est que vous aurez tous vos comptes rendus d'hôpital ou de clinique, puisque c'est obligatoire. Si vous faites un examen de radiologie, vous aurez le compte rendu dessus aussi. Donc des fois, ça évite d'aller chercher des papiers, alors que tout est sur cet espace-là. Oui. Alors, en fait, c'est juste que le jour où on en aura besoin, le mieux, c'est de le mettre au coffre-fort qui est là. Après, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui l'ont dans leur portefeuille, il y a des, voilà. Mais au moins, on est sûr que si jamais ça vous arrive, vous êtes tout seul, qu'on le retrouvera. Un élément important des directives anticipées, et après je vais m'arrêter là sur les directives anticipées, c'est pourquoi je vous passe autant de temps dessus, c'est que depuis 2016, ce que vous écrivez dans vos directives anticipées de ce que vous ne voulez pas avoir, eh ben, le médecin est obligé de le respecter. D'accord? On considère que ce que vous écrivez, on doit le respecter. Alors, je n'ai pas pensé à vous le mettre, mais j'ai un de mes collègues qui met souvent des photos de directives anticipées rédigées par des patients qui ont souvent, hélas, ni queue ni tête pour les soignants. Et donc, je me souviens de celle qu'on donne souvent au cours pour les étudiants en médecine. La patiente dit « J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de perdre mes dents, j'ai peur de perdre ma douleur. » Voilà. Ah bah oui, mais... Je fais quoi avec ça? Ça veut dire qu'elle ne veut pas d'antalgique, ça veut dire que... Donc là, bah, du coup, c'est des directives anticipées qu'on va considérer comme non recevables. Souvent, ce qu'on retrouve, c'est « je ne veux pas d'obstination déraisonnable ». Mais demandez à votre voisin ce qui est pour lui l'obstination déraisonnable, demandez à votre voisine ce que pour lui l'obstination déraisonnable, et ben, ça sera totalement différent d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'il faut aller dans le niveau de détail. Est-ce que j'accepte d'être branché à un respirateur? Est-ce que j'accepte d'avoir des dialyses? Est-ce que si je ne suis plus capable de manger tout seul, j'accepte d'être maintenu en vie? Parce qu'en fait, pour certains, ça sera raisonnable s'il n'y a pas de souffrance physique ou psychique majeure. Et pour d'autres, c'est inimaginable et inenvisageable d'être dans ce niveau de dépendance, soit à un appareil, soit à des personnes pour vivre.
Ce pourquoi, quand on rédige les directives anticipées, il est souvent important, si vous l'acceptez, d'en échanger avec des soignants pour savoir si ce que vous avez écrit ou coché est logique et compréhensible. Quand je dis logique, c'est que des fois, quand on prend l'option case à cocher, les gens vont dire je ne veux pas ne plus pouvoir me bouger un bras, mais par contre j'accepte de ne plus pouvoir bouger les 4 membres. Alors là on dit je comprends pas, quand il y avait un seul bras, vous ne vouliez pas qu'on vous maintienne en vie, mais les 4 membres vous voulez bien. Et elle fait non, j'avais pas compris le terme. Donc c'est pour ça que c'est important d'en rediscuter. Vous n'êtes pas dans le corps soignant, donc c'est normal que vous... Moi, j'irai pas faire de la plomberie, j'irai pas réparer ma voiture, j'irai pas donner des cours de français, donc c'est normal que... Je vous ai remis une infographie, si jamais vous voulez faire de la pub sur les directives anticipées, sur à quoi ça sert, comment on les rédige, où est-ce qu'on les met. Donc je vous dis que le médecin il avait l'obligation de suivre vos directives anticipées. On a prévu 2 exceptions. La première, elle va vous paraître logique. C'est si, hélas, là, dans les 3 minutes qui viennent, il y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque devant vous, là, dans la salle, je ne vais pas aller ouvrir le registre pour savoir si je le masse ou pas. Oui, mais pour ça, il faut que ce soit écrit dans la loi. Parce que si ce n'est pas écrit, et que la personne survit, la famille a le droit de l'attaquer en disant non, il avait rédigé ses directives anticipées. L'autre chose est plus délicate, c'est celle où on considère cette fois-ci que les directives anticipées sont inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Pour cette typologie d'événements, le médecin ne pourra pas décider tout seul. Il devrait être obligatoirement 2 médecins sans lien hiérarchique entre eux pour considérer que ce qui est marqué dans les directives anticipées n'est pas conforme à l'état actuel du patient. Alors un sujet qui fait toujours débat, mais que vous allez comprendre, c'est si quelqu'un fait une tentative de suicide et qu'à côté de lui, il met ses directives anticipées en disant qu'il ne veut pas avoir de traitement d'antidote du médicament qu'il a pris pour sa tentative de suicide, on va devoir être 2 médecins pour aller à l'encontre des directives anticipées pour justifier que la personne a probablement une pathologie psychiatrique aiguë qui fait que son jugement est altéré et du coup elle a fait une tentative de suicide et que ces directives anticipées ne sont pas recevables dans ce cas-là. D'accord. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a une sécurité aussi pour pas que ce soit un médecin tout seul. Parce que s'il n'y avait qu'un médecin, il pourrait faire ce qu'il veut. Et du coup, les 2 médecins aussi peuvent être attaqués par les proches en disant « mais non, il n'y a pas de maladie psychiatrique, c'est son choix, etc. » Et le juge peut obliger après à ce qu'on arrête les traitements. Il y a tout ça qui peut être derrière. Voilà pour les directives anticipées. L'autre point, c'est la personne de confiance. Alors, à quoi ça sert la personne de confiance ? À rappeler qu'on a déposé des directives anticipées. Alors, parler à la place du malade et... À rappeler qu'on a déposé des directives anticipées. Oui. Sur le fichier national. En effet. Alors, si on fait comme tout à l'heure, est-ce qu'un enfant peut désigner une personne de confiance ? Non. Non. Légalement, c'est pas possible, il faut être majeur. Alors, là, en fait, il n'y a pas de discussion à avoir. La loi, elle est bête et méchante. C'est marqué, il faut être majeur. Est-ce qu'on peut être désigné si on est mineur ? C'est-à-dire, est-ce que je peux, si je suis mineur, être la personne de confiance de ma mère ou de mon père ? Non, il faut être majeur. Est-ce que je peux en désigner plusieurs ? Non, 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 non. Une seule. Une seule personne de confiance. Pourquoi ? Parce que dans la loi, elle a un rôle particulier. Si vous en avez plusieurs et qu'il y a un désaccord entre elles, ça revient à avoir 0 personne de confiance. Vous avez une personne de confiance, mais elle a aussi un souci, elle est âgée, elle meurt, Et bien, dans ce cas, vous êtes obligé de le préciser. Si... C'est-à-dire l'une derrière l'autre.
la loi ne prévoit pas ça en fait. La loi elle prévoit d'avoir une seule personne de confiance. Si votre personne de confiance n'existe plus et que vous en aviez désigné une deuxième, bah, dans ce cas-là, oui. Mais le problème c'est que si les deux sont encore en état de donner votre... et ben là ça marche pas. C'est comme si vous aviez désigné 0. Votre papier n'est plus recevable. Si elle disparaît, oui. Mais le problème, en fait, c'est le moment où il y a les deux qui sont en vie, en capacité de faire leur job, et ben là, c'est comme si vous n'en aviez désigné aucune. Oui, mais on peut mettre la condition. Ben, vous pouvez mettre la condition. Voilà, c'est ça. Si elle n'est plus en capacité de faire son... Ouais. C'est ça. Mais si vous n'avez pas mis ça clairement, c'est pas recevable. Je refais un temps d'échange avec les notaires fin avril pour justement leur... Oui, mais en fait, le problème, c'est que tant qu'on a les deux noms décrits, la loi elle considère que si le papier est valable et que les personnes sont en capacité de donner leur avis, et bah, du coup, on ne sait pas laquelle suivre. Vous allez peut-être mieux comprendre après. Il y avait une question là-bas ? Alors, rassurez-vous, ou plutôt, je ne vous rassure pas, la personne de confiance, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, quand je dis ça sert à rien, c'est pour vous faire comprendre qu'il faut faire des directives anticipées. Et je prends de l'avance, parce qu'il y a le temps qui passe aussi. La personne de confiance, c'est uniquement un avis sur lequel peut ou pas s'appuyer le médecin. On n'a aucune obligation de suivre ce que dit la personne de confiance. Aucune. Aucune. On aura les directives anticipées, on suit les directives anticipées. La loi et le législateur considèrent qu'on ne peut pas faire confiance à une personne de confiance. On considère qu'en fait on est toujours mauvais porte-parole. Que souvent, on va dire ce qu'on aurait voulu pour nous et pas ce que le patient voulait pour lui. On va répondre à la place du patient et pas avec ce que le patient avait échangé sur vous. Alors, c'est comme les directives anticipées. La personne de confiance, on ira lui poser des questions sur ce qu'aurait souhaité le patient que quand le patient n'est plus en capacité de le faire. Mais le jour où il n'est plus en capacité de le faire, on n'a aucune obligation légale de suivre ce que dit la personne de confiance. Par rapport aux directives anticipées, nous, si elle nous les donne, ce qui compte, c'est les directives anticipées. Mais par contre, si elle nous dit « non, elle n'aurait jamais voulu ça », c'est juste un avis. Je ne suis pas parlementaire. Je vous dis, en fait, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de personnes disent « j'écris pas de directive anticipée, j'ai une personne de confiance ». Mais oui, mais en fait, ça n'a pas la même valeur. Bah, c'est pour ça que j'exagère, non, ça sert à rien. Mais si, ça peut servir, parce que si vos directives anticipées, elles n'ont pas tout imaginé, bah, votre personne de confiance, elle peut aider à savoir ce que vous auriez souhaité. Et peut-être que le médecin va suivre l'avis. Mais peut-être, c'est pas une obligation. Il faut le déposer chez le notaire ? Alors non, il n'y a pas besoin de déposer que ce soit la directive anticipée ou la personne de confiance chez le notaire, c'est tout sur votre espace santé, chez votre médecin traitant, chez vous et à chaque fois que vous êtes hospitalisé. Le problème du notaire, c'est que le notaire il n'est pas ouvert 24 heures sur 24 et que si vous devez prendre rendez-vous chez le notaire pour que quelqu'un ait accès à vos papiers, vous allez perdre du temps et... Donc, une seule personne de confiance. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Celle-ci peut être un parent, un proche ou un médecin traitant. Donc, ce que veut dire le législateur là, c'est que ça peut être aussi un professionnel de santé. Elle sera consultée. Vous voyez bien, c'est une consultation. Au cas où le patient serait hors d'état d'exprimer sa volonté ou de recevoir l'information nécessaire à cette fin.
et elle rend compte de la volonté de la personne. D'accord ? Est-ce que le témoignage de la personne de confiance a moins d'importance que celui de l'époux ou de l'épouse ? Alors, en termes de témoignage, est-ce qu'elle a le même niveau que l'époux ou l'épouse, ou plus ou moins ? Elle en a plus. Alors vous dites, bah oui, mais on disait que ça servait à rien. Bah oui, mais la personne qui n'a pas rédigé de directive anticipée, et c'est quand on parle de l'affaire Lambert, pas de directive anticipée, désaccord entre l'épouse, des cousins, des parents et une partie des cousins, entre ce qu'aurait souhaité monsieur. Vu qu'il n'y a pas de directive anticipée, on ne peut pas savoir. Les médecins souhaitent arrêter. Donc on se dit, bah, si la personne de confiance nous dit qu'il aurait souhaité arrêter, bah, ça appuie notre demande d'arrêt. A-t-il nommé une personne de confiance ? Hélas, non. S'il en avait rédigé une, c'était beaucoup plus simple. Parce que son avis prône sur tous les autres avis. Donc, l'intérêt de la personne de confiance, c'est si par exemple vous savez que parmi vos proches, bah, certains soit auront intérêt à arrêter la machine plus tôt, soit au contraire voudraient vous maintenir pour vous faire payer ce que vous leur avez fait subir, et bah, ça permet de savoir qui a le plus d'importance. D'accord ? Mais le mieux, c'est les directives anticipées. En tout cas, le lien de contrat marital n'a aucune supériorité. Après, entre les proches, il n'y a pas de hiérarchie. Les parents n'ont pas plus de hiérarchie que le mari ou la femme, que les frères et sœurs. De temps en temps, certains de nos patients nous disent « Je ne sais pas quoi vous répondre, docteur, demandez à ma personne de confiance. » Ben non, ce n'est pas le job de la personne de confiance. Donc, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Et là, c'est le dernier coup, entre guillemets, c'est que c'est une désignation qui doit se faire par écrit. Et qui doit être signée par le patient et la personne de confiance. Pourquoi ça doit être signé par la personne de confiance ? Parce que ce qu'on se rendait compte dans la réalité, c'est que souvent, quand on avait besoin de la personne de confiance, le patient nous l'avait dit, on va la voir, elle dit « Ah bon, c'est vous la personne de confiance ?» Bah, je n'étais pas au courant. Ah bah oui, c'est que ça arrive souvent. Donc c'est pour ça que le législateur, il l'a prévu. Certaines personnes de confiance disent « Ah non, moi je ne veux pas être personne de confiance parce que je ne veux pas décider de quoi que ce soit. » Alors nous, on n'arrête pas de les rassurer parce qu'on leur dit bah, « En fait, ça ne sert à rien. Vous décidez de rien du tout. » Mais souvent, les gens ont peur. L'autre réflexion qu'on a souvent, c'est « J'ai 3 enfants, si j'en désigne un parmi les 3, ça va faire un gros bazar. Donc je désigne les 3. » Oui, mais non, autant ne pas en désigner. Alors il y en a qui disent bah, lundi, j'écrirai que c'est un tel, mardi c'est un tel, mercredi c'est un tel, et tous les jours je change. Bon, bah, alors si vous voulez, hein, mais bon, c'est embêtant pour vous, je pense. Enfin, le dernier point, qui maintenant n'est plus trop d'actualité, mais ce qui était plus le cas il y a une dizaine, voire une vingtaine d'années, c'est que la personne de confiance a le droit d'accompagner le malade à ses rendez-vous si le malade le veut. Tout ça pour avoir l'information médicale. Ça, c'est pour éviter que les médecins disent « Ah non, moi je veux qu'une seule personne dans mon cabinet, et c'est que le malade que je reçois personne d'autre. » Mais bon, ça se fait plus trop, mais il fut un temps, c'était plus ou moins le cas. Ça, c'est ce qu'on a exprimé. Donc là, ça passe pas très bien sur le diapo, mais je vous ai mis un formulaire type de personne de confiance, où bien sûr, il faut dessus les moyens de joindre la personne. Plusieurs moyens, parce qu'on a le droit d'avoir changé de numéro de portable, on a le droit d'avoir changé d'adresse physique, donc c'est pour ça qu'on vous recommande de mettre le mail, plusieurs téléphones portables, et ainsi de suite. Je vous ai remis la pub, je vous ai remis le texte de loi, et puis les flyers explicatifs sur personne de confiance, directive anticipée. Dans la loi, il y a un élément qu'on
qu'on n'aura peut-être pas le temps de rediscuter, mais que là je fais un point dessus. Dans la loi de 2016, il y a eu un nouveau droit de créer. C'est le seul nouveau droit qui a été créé récemment en santé. C'est le droit à la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Qu'est-ce que la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès? C'est le droit qu'a le patient de demander à ce qu'on le mette en équivalent de coma profond ou d'anesthésie générale, de manière permanente, jusqu'à l'arrivée de son décès. L'objectif du législateur, c'était de dire dormir pour ne plus souffrir. D'accord? Le législateur, il a encadré ce droit. Il a dit que soit le patient, il était dans le premier cadre ou dans le deuxième cadre. Dans le premier cadre, on demande à ce que le patient ait une infection grave et incurable, qu'il ait un pronostic vital engagé à court terme et qu'il ait des souffrances réfractaires. Ça, c'est ce que dit la loi. Merci, décidément, au premier rang. Le législateur, alors, en droit, il est fait exprès que les textes n'ont pas toujours de définition, pour permettre à ce que ça s'adapte à la société au fur et à mesure de l'évolution de la société. Entre guillemets, il y a plein d'autres raisons. Donc, engagé à court terme n'a pas été défini par le législateur. Il a laissé la société le définir. Ce qui a été défini dans le court terme dans les recommandations de bonne pratique, c'est une espérance de vie de quelques heures à quelques jours, actant le fait qu'il faut qu'il y ait moins de 15 jours d'espérance de vie. Pour les médecins, ça reste malgré tout une aberration, puisqu'on n'est pas capable de faire cette prévision. Mais le législateur il en a décidé autrement, donc on n'a pas le choix. Souvent, ce qu'on dit après, et ça veut dire quoi, souffrance réfractaire? Alors, là, ça n'a pas été défini non plus. Les recommandations de bonne pratique ont été, entre guillemets, plus simples d'un point de vue médical, mais surtout plus centrées sur le patient, en considérant que seul le patient dit s'il souffre ou pas. Qui sommes-nous pour dire qu'il ne souffre pas, ou pas assez? Et seul le patient dit si c'est réfractaire ou pas. C'est-à-dire qu'un patient peut dire « j'ai mal » et refuser tous les antalgiques, et qu'on dise qu'il est réfractaire, puisqu'il a toujours mal, même s'il refuse tout. C'est son droit. Donc c'est le seul patient qui décide si sa douleur est réfractaire au traitement. Donc grosso modo, les médecins vont se centrer sur deux choses. Est-ce que le patient a bien une maladie grave incurable et est-ce qu'on pense qu'il va mourir dans les cas chauds? Le législateur a fait une deuxième situation. Il faut toujours que le patient ait une maladie grave et incurable, mais cette fois-ci, il demande à arrêter un traitement qui fait que s'il l'arrête, il va avoir une espérance de vie qui devient à court terme. Exemple, un patient atteint de SLA qui, pour respirer, est sous respirateur et dit « là, je considère que ma qualité de vie n'est plus satisfaisante, je souhaite arrêter le respirateur, mais je ne veux pas avoir conscience de ce qui va se passer lors de l'arrêt du respirateur et les heures ou jours qui suivent, et je vais être mis dans cette sédation profonde et continue. » Les médecins vont devoir acter si oui ou non l'arrêt du respirateur va faire que le patient risque de décéder dans les 15 jours. Si c'est le cas, on va d'abord le mettre dans le coma avant d'arrêter le respirateur. Le troisième point est celui, cette fois-ci, où le patient n'est plus capable de faire cette demande. Là, c'est vraiment dans l'idée qu'a cette loi de préserver la dignité du patient. On se dit qu'ici, les médecins considèrent que, au vu de l'évolution de la maladie, il paraît déraisonnable de continuer certains traitements. S'il arrête ces traitements pour faire que le patient risque de décéder à court terme, alors, pour éviter la survenue de souffrance en lien avec l'arrêt de ce traitement, on doit le mettre dans cet état de coma. C'est un peu plus compliqué pour vous, parce que là, c'est des situations qui sont moins courantes, mais c'est le cas, par exemple, de l'affaire Vincent Lambert. Ce patient, il n'est plus en capacité d'exprimer ce qu'il voulait. Les médecins se sont dit qu'au bout d'un certain temps, il n'y avait pas de capacité de récupération et que d'après un certain nombre de témoignages des proches, ce n'est pas une situation qu'il aurait acceptée.
Donc on s'est questionné sur arrêter l'alimentation artificielle et l'hydratation artificielle. Or, si on arrête ces deux éléments-là, sans hydratation ni alimentation, l'espérance de vie est inférieure à 15 jours. Donc, quand les traitements ont été décidés d'être arrêtés chez Vincent Lambert, on a d'abord mis Vincent dans un état de sédation profonde, et après on a arrêté l'alimentation et l'hydratation pour qu'il ait le moins de risques possible de percevoir un inconfort lié à l'arrêt de ces traitements. D'accord ? Certains nous disent bah, ça revient à une euthanasie. Dans certains pays, c'est appelé l'euthanasie passive. Alors, en France, il n'y a pas de définition pour l'euthanasie passive, vous en verrez. En France, ce qui compte dans la loi française, c'est toujours l'intentionnalité du geste. Vous entendez des fois homicide volontaire, involontaire. Et bien, la sédation profonde et continue euthanasie, ça peut être considéré comme cette différence-là. Dans notre intentionnalité de mettre en place la sédation, notre volonté n'est pas d'amener au décès du patient. La volonté, c'est d'éviter une souffrance ou de faire que le patient souffre moins. Ce n'est pas injecter un produit à une dose létale pour que le patient décède tout de suite. C'est ça la définition de l'euthanasie. Le patient, il va décéder dans tous les cas. Mais pas du fait de l'injection tout de suite d'un traitement à une dose létale. Petite pause organisation pour répondre à la question de monsieur. Et puis après, on reviendra sur euthanasie, suicide assisté. En France, l'organisation des soins palliatifs, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'on doit pouvoir avoir des soins palliatifs partout, à la maison comme en institution. Au fur et à mesure des années, en fait, ce qui s'est développé, c'est de se dire que oui, quand on est atteint de maladie grave et incurable, on a besoin de certains de confort. C'est bon, ça va marcher. Pour améliorer notre confort, mais on n'a pas forcément besoin d'une équipe spécialisée là-dedans. Ou on n'a pas forcément besoin d'une structure. Et donc, le lieu de soins ou les équipes qui vont prendre en charge le patient va dépendre de la complexité, de la gravité des symptômes ressentis par le patient. D'accord ? Ce qui veut aussi dire que ce n'est pas parce que je suis en soins palliatifs que j'ai le droit à aller à tel endroit. Non. Ça va être la complexité de votre situation médicale, ou sociale, ou médico-sociale, qui va faire que vous allez relever de telle ou telle prise en charge palliative. À l'hôpital, grosso modo, on considère qu'il y a 3 niveaux de complexité. Le niveau de base, c'est tout patient en situation palliative peut être pris en charge n'importe où à l'hôpital. Il n'est pas obligatoirement dans une unité de soins palliatifs. Puisque l'unité de soins palliatifs, en fait, c'est le dernier niveau. Ça veut dire que c'est des unités qui sont petites, peu de lits, et qui sont là uniquement pour les situations les plus complexes, pour une courte durée. Le but, c'est de permettre d'équilibrer des symptômes pour que le patient, après, puisse retourner où il était, que ce soit au domicile ou dans le service où il était soigné auparavant. En unité de soins palliatifs, par exemple celle dans laquelle je travaille, en fonction des années, on peut aller jusqu'à, on va dire, 40% de sorties vivantes. Le but aussi, c'est de prendre en compte les patients que ce n'est pas parce qu'on est hospitalisé en situation palliative que je vais rester ad vitam aeternam dans ces lieux de soins. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les services où il y a des lits identifiés de soins palliatifs. C'est ces services où il y a régulièrement des maladies graves et incurables et où certains personnels sont un peu plus formés que dans un service où il n'y a que rarement des situations de soins palliatifs. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les services avec des lits identifiés de soins palliatifs. Ce n'est pas des lits, par exemple, c'est pas marqué chambre 501, ça c'est un lit soins palliatifs, là 502, non. C'est peu importe en fait. Ça veut dire que dans le service, il y a quelques personnels formés aux soins palliatifs plus que dans les autres services. Au domicile, si on fait court,
votre médecin traitant, votre infirmière, votre prestataire, si jamais vous avez eu une gastrostomie, là, des trucs, un trou dans l'estomac pour vous alimenter, c'est les prestataires qui font ça, ils sont totalement capables de vous accompagner en situation palliative. S'il y a une complexité, soit l'équipe mobile de soins palliatifs va venir à votre domicile, soit si vraiment il y a besoin de matériel très spécifique, ça va être l'hôpital à domicile qui, pour 40 à 50% de son activité, fait que du soin palliatif. Le but, c'est d'être au plus près de ce que souhaiterait le patient dans le système de soins actuel. L'hôpital à domicile, ça ne veut pas dire que vous aurez une infirmière 24 heures sur 24 à la maison. Mais pour autant, à l'hôpital, on ne peut pas rester dans une structure d'hôpital de courte durée pendant un temps illimité. Donc après, on va vous dire que vous allez devoir changer de structure pour aller dans ce qu'on appelait avant les maisons de repos, qu'on appelle maintenant des services de médecine et de rééducation, qui sont des fois à 1 heure de route de chez vous. D'accord ? Donc il faut trouver la moins mauvaise solution entre l'épuisement de l'aidant, entre une structure qui est trop loin, entre qu'est-ce qui se passe la nuit si ça ne va pas, voilà. Mais là, c'est sûr que vous vous rendez bien compte qu'avoir une infirmière ou une aide-soignante 24 heures sur 24 au domicile d'un patient, ça coûte très cher. Et donc, ce n'est pas financé, sauf dans certaines pathologies très rares, par la sécurité sociale. La France, elle se situe comment ? On est plutôt, en termes d'offres de soins palliatifs, dans la moyenne. On n'est ni mauvais ni bon. 2 cartes. Plus on est orange foncé, plus on a de lits dans des unités de soins palliatifs. Donc vous voyez qu'il y a des départements où il n'y en a pas. Plus on est bleu foncé, par contre, plus on a des services où il y a ces fameux lits identifiés de soins palliatifs. Et si vous superposez les 2 cartes, vous voyez que pour la plupart, et notamment pour le centre de la France, le choix a été fait d'avoir plutôt des services avec quelques lits que des unités de soins palliatifs. C'est des choix qui sont, certes, politiques, mais aussi sanitaires et géographiques. C'est des départements très ruraux, souvent montagneux, entre guillemets, l'Auvergne, qui font que les distances sont des fois très longues à parcourir et que les gens préfèrent, en tout cas à ces moments-là où les choix ont été faits, être hospitalisés à proximité de chez eux plutôt que de devoir faire 2 heures de route pour être hospitalisés dans une unité spécialisée. Donc, ce qui explique aussi cette disparité territoriale. C'est pareil pour le domicile, il y a des disparités. Si on fait un point maintenant sur la région Pays de la Loire, sur les unités de soins palliatifs, plus on est ruraux, plus on n'en a pas, parce que le nord de la région n'en a pas. Par contre, sur les lits identifiés de soins palliatifs, vous voyez qu'on a la même logique. Les départements qui n'ont pas de lits de soins palliatifs ont plus de structures locales. Sur le département, les unités de soins palliatifs à son nombre sur le 85 et le 44, au nombre de 4. Sur la région à son nombre de 5. Vous avez une unité au CHU de Nantes, qui est sur l'hôpital Laennec, une unité sur la maison Nicodème, qui est une unité cette fois-ci privée à but non lucratif, qui est au-dessus du Jardin des Plantes. Vous avez une unité à l'hôpital de Saint-Nazaire, sur l'ancien site d'Alex. Et vous avez une unité à La Roche-sur-Yon. Et puis après, dans le 49, vous avez une unité à Angers. Les équipes mobiles, celles qui peuvent aller, quel que soit où est le patient, c'est-à-dire ils peuvent aller aussi dans un autre service ou au domicile du patient, il y en a partout. Chaque hôpital en a une. Et les HAD, on couvre l'ensemble du territoire de la région. Donc, il y a des HAD partout. La difficulté, c'est que certaines HAD sont petites,
et donc n'ont pas de personnel à eux, ils font appel uniquement aux libéraux, ce qui est bien des fois parce que ça évite de changer d'infirmière qu'on a l'habitude d'avoir notre infirmière, entre guillemets. Mais par contre, l'infirmière, des fois, elle n'est pas en capacité de faire un 24-24. Et donc, si vous êtes en HAD, il faut que l'infirmière soit joignable 24-24, parce que si la pompe met en Finson, qui vient, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que votre infirmière libérale, si c'est infirmière libérale, soit dans un cabinet où il y a un roulement pour s'assurer qu'il y a toujours une infirmière qui soit joignable. Voilà pour l'organisation, monsieur. Alors, législation des aides actives à mourir ou des aides à mourir. Je vous ai mis les différents documents qui sont en accès libre, sur lesquels, si vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements, vous les aurez. Ces deux documents sur le site Parlons Fin de Vie. L'un mis à jour en janvier 22, l'autre en 2024, je ne m'en rappelle plus, mars 2024. Et puis vous avez aussi l'avis 139 du CCNE, qui est le Conseil national d'éthique, qui vous fait un panorama des législations, et lui date de 2023. Quand on parle d'aide active à mourir, on entend souvent deux définitions. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quand on va parler d'euthanasie, de suicide assisté ou de suicide médicalement assisté, en fait, ce qui compte, c'est de vous renseigner par rapport à la loi du pays. Puisqu'en fait, chaque pays a sa propre loi. Dans chaque loi, on a des termes et ces termes sont définis. Des fois, le même terme n'a pas la même signification d'un pays à un autre. Ce qui est admis malgré tout, pour qu'on se mette d'accord sur certains termes, c'est que l'euthanasie et le suicide assisté, c'est deux notions différentes. L'euthanasie, ça veut dire faire notamment appel à un tiers. Ça va être mettre fin à la vie du malade, exécuté par un tiers, à la demande du patient. Et quand le patient est atteint d'une maladie grave, pour mettre fin à une situation jugée insupportable pour le patient. Donc là, il y a deux notions importantes dans la notion d'euthanasie, à la demande du patient, et cet acte est réalisé par un tiers. À ma connaissance, mais ma connaissance n'est pas parfaite, il n'y a pas de législation qui autorise qu'on mette fin à la vie d'un patient à la demande des proches. Alors ça vous paraît peut-être logique, mais c'est pourtant quelque chose qu'on a de manière quasiment pas quotidienne, mais régulière dans les services, où les proches vont dire « Non mais là ça dure, vous voulez pas accélérer la seringue, vous voulez pas que ça aille plus vite. » Oui, mais ça... Et là ils me disent « C'est dommage que l'euthanasie n'existe pas en France. » Mais même si ça existait, on n'aurait pas le droit d'accélérer la seringue si le patient ne le demande pas. Et s'il ne peut plus le faire, et soit la loi a prévu que dans cette directive anticipée, il puisse en avoir fait la demande, mais la loi a pu aussi dire, et ce que la plupart des pays ont fait, considérer qu'il faut que le patient soit en capacité de le demander. Le deuxième élément, c'est le suicide médicalement assisté ou non. Le terme médicalement, ça veut juste dire savoir est-ce qu'un médecin a aidé à ce que le patient ait accès au produit. Le terme médical, c'est juste ça. Est-ce qu'il y a une prescription médicale ou est-ce que la personne en fait a été fournie, par exemple, comme en Suisse, par une association. L'administration de la substance létale, elle sera toujours là aussi à la demande du patient, mais par contre, c'est lui qui va s'administrer. Alors, il y a plein de technologies possibles. Parce que vous pourrez dire, ouais, le patient atteint de maladie de Charcot, comment il fait ? Une infirmière pose la perfusion, et avec un contrôle oculaire, ou avec un contrôle vocal, il dit go, et c'est l'ordinateur. Et du coup, il donne le go à l'ordinateur qui déclenche la perfusion. D'accord ? C'est le geste final qui doit être déclenché par le patient. Et de plus en plus, on entend parler d'aide médicale à mourir, ou d'aide active à mourir, ou d'aide à mourir. Et c'est des termes, du coup, qui peuvent des fois englober les deux notions, ou des fois parler qu'une des deux notions. Et donc là, il n'y a pas d'autre moyen que de lire la législation pour savoir
quel droit ça couvre. Vous me direz, ben, pourquoi ne pas avoir utilisé les deux termes du dessus? Le terme qui fait le plus débat, entre guillemets, dans la législation, c'est celui de suicide assisté, notamment parce que ça entache tout ce qui est prévention du suicide lié à la maladie psychiatrique. Du coup, ça normalise un acte qui est considéré comme quelque chose lié à une rupture brutale de l'état psychique, avec une souffrance majeure, et pour lequel on doit faire de la prévention, où il y a des numéros d'écoute, où on ouvre des urgences psychiatriques exprès 24 heures sur 24 pour pouvoir éviter que les personnes arrivent au suicide. Et en utilisant le même terme, ça rend complexe la compréhension qu'il faut prendre en charge les patients qui ont un risque suicidaire, en disant que non, en fait, vous pouvez vous suicider. Alors, si on parle maintenant dans les pays où c'est possible, en fait, quand on dit que c'est possible, il y a deux, grosso modo, en simplifiant, deux possibilités. Soit ça a été légalisé, soit le droit a été modifié pour plus que ce soit pénalisé. Légalisé, c'est qu'on vous offre un nouveau droit, comme par exemple le droit à la sédation profonde. Non pénalisé, c'est ce qui existait avant 2016, sur le fait qu'on n'allait pas condamner le médecin si, pour soulager le patient, il allait jusqu'à le mettre dans le coma. D'accord ? Il y a la notion de est-ce que c'est condamnable, non pénalisé, ou est-ce que c'est autorisé, qui est le terme légalisé. Alors, sur le schéma, vous voyez les quelques pays où on compare entre ce qui est autorisé. Est-ce que c'est l'euthanasie, le suicide assisté, ou est-ce que c'est euthanasie et suicide assisté? En Belgique, c'est l'euthanasie. En Suisse, c'est du suicide assisté. Aux États-Unis, dans les États où c'est autorisé, c'est de l'assistance au suicide. Dans les pays plus récents, il y a l'Espagne où vous avez euthanasie et assistance au suicide, notamment en Catalogne, le Canada, et puis vous l'avez aussi aux Pays-Bas et au Luxembourg. Alors si on fait deux focus, où c'est non pénalisé, la Suisse, c'est en fait indirectement autorisé dans le sens où ce qui est condamnable, c'est l'assistance au suicide pour un mobile égoïste. Grosso modo, vous vouliez l'héritage de mamie, vous avez des mamies à suicider. Là, c'est condamnable. D'accord ? Mais s'il n'y avait pas de motif égoïste, c'était pas condamnable. Aux Pays-Bas, là, c'est suicide assisté et euthanasie. Il faut que ce soit... Il y a des exigences à respecter. D'une, que ce soit, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la demande du patient. De deux, il faut qu'il y ait des souffrances qui soient durables et insupportables. Il faut que ce soit mûrement réfléchi, qu'il n'y ait pas de solution raisonnable. Et dans ce cas-là, il y a un examen par deux médecins distincts qui doivent vérifier les conditions. Si c'est un mineur, il faut qu'il y ait l'assentiment parental. Et le patient va devoir faire une déclaration écrite qu'il fait cette demande. Et si jamais il est incapable d'exprimer sa volonté, si cette déclaration écrite est bien rédigée, on pourra quand même faire l'acte de suicide assisté ou l'acte d'euthanasie. On n'a pas besoin, comme c'était le cas au Canada avant octobre dernier, où si le patient, quelques minutes avant l'euthanasie ou le suicide assisté, devenait confus, on ne pouvait plus le faire. Pour le Canada, donc vous voyez que là, c'est souffrance durable et insupportable. Il n'y a pas de notion de maladie grave ou incurable. Pour la législation canadienne, c'est affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables. Avec pour conséquence un handicap ou une affection grave et incurable,
avec un déclin avancé, irréversible de ses capacités. Vous voyez que là, on n'est pas dans les mêmes critères. Là, on comprend que la personne doit être physiquement, avoir perdu des fonctions de manière plus importante. Et il y a toujours la notion de souffrance physique ou psychologique. Souvent, alors là, vous ne voyez pas parce que l'écran est trop petit, on nous dit, depuis qu'on légifère sur les aides à mourir, il y a une augmentation du nombre d'euthanasies et de suicides assistés dans les pays qui l'ont fait. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus ça augmente. C'est vrai que plus le temps avance dans les suites d'une législation d'aide à mourir, plus le taux de décès par ces aides à mourir augmente. Pour l'instant, on pourrait dire qu'on n'a pas assez de recul, même si quand même les Pays-Bas, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont légalisé, sur le fait qu'on aurait un moment, un plafond ou un équilibre. Mais en fait, les législations ont toujours évolué, y compris aux Pays-Bas. C'est-à-dire que sur certains critères, au début, ils étaient plus restrictifs, et maintenant, ils sont encore moins restrictifs, ce qui fait qu'il est logique pour l'instant que ces chiffres augmentent, puisqu'à chaque fois qu'il y a une ouverture plus large, eh ben, on s'attend à avoir plus de décès par cette cause de maladie. Alors, dans la plupart des pays, sauf la Belgique et la Suisse, alors la Suisse, on a peu de chiffres, parce que la Suisse n'a pas une déclaration obligatoire comme la Belgique. Dans les autres pays, il faut être résident. Il n'y a que la Belgique, grosso modo, qui permet pour l'euthanasie d'y aller sans être résident. Et quand dans le formulaire de déclaration, on marque de quel pays est le résident, donc on peut faire la différence. Ce qui nous permet aussi de dire que, je vais vous dire une bêtise, hein, mais il me semble qu'il y a moins d'une centaine de Français par an qui vont en Belgique, et ça c'est sur le rapport que vous pouvez trouver sur, si vous tapez rapport annuel de la commission de l'euthanasie en Belgique, vous avez le rapport entier avec les chiffres. La Suisse, c'est pour le suicide assisté, pas l'euthanasie. Et là, par contre, pour les déclarations, c'est plus compliqué parce que c'est des associations qui le portent. Et il n'y a pas un contrôle obligatoire par une structure étatique qui vérifie que les conditions ont été réalisées. Alors, si vous voulez plus en savoir sur tout ça, je vous ai mis les liens. Et puis après, dans les 5 minutes qui restent, au final, on va respecter le timing. C'est parfait. Depuis le 11 mars 2025, il y a une loi qui a été déposée ou redéposée, je ne sais pas comment il faut dire, puisque pour rappel, quand l'Assemblée nationale a été dissoute en juin dernier, on était à 2 jours du vote à la première lecture d'une loi qui portait à la fois sur les soins palliatifs et sur l'aide à mourir. J'insiste sur première lecture. On sait très bien que ces textes ne passent jamais en première lecture, qui passent plutôt souvent en deuxième lecture, voire en commission finale, et que souvent c'est des textes qui mettent bien 1 an et demi avant d'être votés définitivement. Donc, même si l'Assemblée ne s'est pas dissoute, il n'y aurait pas eu de texte encore en place. Monsieur Falorni, du coup, a redéposé un texte de loi le 11 mars, qui devrait être étudié en première lecture mi-mai. Il dit dedans, et donc là je vous ai fait des copier-coller du texte, il y a 2 diapos, je crois. Il parle d'aide à mourir, c'est le terme utilisé, qui consiste à autoriser à accompagner une personne qui en a exprimé la demande, donc il faudra que la personne en exprime la demande, à recourir à une substance létale dans les conditions et sur les modalités prévues, donc c'est ce que je vais vous le dire après, afin qu'elle se l'administre, donc équivalent de suicide assisté, ou, lorsqu'elle n'est pas en mesure physiquement d'y procéder, se le fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. C'est ce qu'on appelle l'exception d'euthanasie. C'est-à-dire que le patient ne pourra pas demander une euthanasie s'il est capable de le faire par lui-même.
C'est-à-dire, le patient qui est capable de prendre un verre d'eau ou ouvrir une perfusion ne pourra pas dire « Ah non, mais ça, le geste, je ne peux pas le faire. Je le veux, mais je ne veux pas le faire. » Non. La loi dit « n'est pas en mesure physiquement d'y procéder. » D'accord ? Vous voyez la subtilité ? Alors ça a peut-être évolué, hein. On est en première lecture, hein. Il n'y a même pas eu les amendements déposés. Grosso modo, ceux qui sont très favorables aux aides à mourir disent qu'il n'y a aucune logique à interdire à un patient de pouvoir bénéficier d'une euthanasie. Et que du coup, autant légiférer pour les deux et dire que c'est le patient qui choisit s'il préfère un suicide assisté ou une euthanasie. Ceux qui sont moyennement pour vont dire si le patient peut le faire par lui-même, j'entends il assume. En tout cas, il met le moins possible de tiers dans ce choix-là. Et notamment, certains disent si on veut préserver les soignants, il faut mieux éviter que les soignants aient à le faire, ou du moins qu'ils soient obligés à le faire. Et ceux qui sont contre totalement les aides à mourir disent si on n'a pas le choix et qu'il y en a qui doivent être légalisés, autant choisir le moins pire des deux, qui est le suicide assisté, où le patient peut tout faire tout seul. Donc c'est pour ça que vous voyez que c'est un sorte d'équilibre qui est écrit, entre guillemets, en disant que pour éviter l'inégalité, parce qu'en fait ce qui est compliqué, c'est de se dire que le suicide assisté, il y aura une partie des patients qui ne pourront pas avoir ce nouveau droit. Et du coup, pourrait passer au Conseil constitutionnel en disant oui, mais on crée deux sociétés, la société où on peut être capable physiquement d'accéder à ce droit, et une société où je ne suis pas capable de le faire, et du coup je n'ai pas le droit. Donc c'est pour ça aussi que le législateur prévoit cette exception. C'est pas si simple que ça d'écrire des lois. Alors, et pensez-y quand ils sont à 3h du mat à voter sur leur... Les conditions prévues par la loi, pour l'instant, c'est pour au moins avoir 18 ans. Les enfants, les mineurs ne sont pas autorisés. Il faut être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Donc ça veut dire pas de, comme c'est souvent écrit, de tourisme pour des aides à mourir. Il faut être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Alors, cette phrase ne veut rien dire, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Le Parlement a interrogé la Haute Autorité de Santé, qui nous a réquisitionné pour répondre à « Alors, vous, comment vous allez définir ça ?» On a répondu qu'on n'avait aucune donnée scientifique qui nous permet de dire ce qu'est une phase avancée ou terminale, en termes de durée, puisque c'est ce que nous demandait le Parlement. Donc, probablement qu'ils vont revoir l'écriture ou pas. On doit présenter une souffrance physique, psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Donc ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la sédation profonde et continue, c'est qu'il n'y a que le patient qui dit s'il souffre. D'accord ? Et enfin, être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. C'est-à-dire que le patient doit être totalement capable de décider, ne doit pas être sous influence, ni d'autrui, digne d'une pathologie psychiatrique. Voilà. Voilà pour la loi. Et après, je vous ai mis ce que vous allez probablement entendre à partir de mai sur le pour et le contre. Et là, je n'ai pas été chercher bien loin. Hein. J'ai demandé à ChatGPT, donne-moi les arguments pour ou contre les aides à mourir. Et voilà le tableau qu'il m'a fait. Certains vont parler de la dignité. Et du coup, si on est plutôt pour, on va dire que ça respecte la volonté du patient et ça lui permet de mourir dans sa dignité à lui. Ceux qui sont contre vont dire qu'on va mettre en cause la valeur intrinsèque même de la dignité au sens de la vie digne et qu'on considère qu'une vie qui n'est pas comme celle que la société pense ne vaut pas la peine d'être vécue et devient indigne. Donc, dans le sens où on pourrait avoir une dérive d'eugénisme de la mort, avoir
une mort sans souffrance, sans dégradation du corps, voilà. Alors je vous ai pas mis cet extrait-là, que j'aurais pu vous mettre. Si vous allez sur Combini, vous mettez euthanasie de vieillesse, vous voyez une dame, alors je dirais peut-être de 80 ans, elle en paraît beaucoup moins, mais il me semble qu'elle a 80 ans, et qui dit « Je ne veux pas me voir vieillir, je veux rester éternellement jeune dans mon corps et mon esprit », et qui part en Suisse avoir un suicide assisté, puisqu'elle ne veut pas subir les affres de l'âge. Là, on peut avoir deux choses différentes. Pour, ça la regarde qu'elle, c'est sa vie, c'est sa dignité. Deux, oui, mais du coup, la personne qui est âgée à côté d'elle et qui subit ça, est-ce qu'elle va considérer qu'au final, sa vie, elle vaut peut-être pas la peine d'être vécue parce qu'elle voit en exemple les autres considérer que ça vaut pas la peine. Là, je vous dis ce que vous allez entendre dans les prochains mois. Soulagement de la souffrance. L'euthanasie permet d'éviter les souffrances inutiles. Contre, si les soins palliatifs sont bien développés, les contres ils disent si les soins palliatifs sont bien développés, il n'y aura plus aucune souffrance. J'ai mis ChatGPT et je vous dis que juste ça, je ne peux pas garantir moi qu'il n'y aura pas de souffrance malgré tous les soins qu'on met en place. Je ne dis pas que c'est pour autant que je suis pour, je dis juste que c'est la limite scientifique, voilà. Et là, des fois, il y a des situations où, et c'est pour ça que la sédation profonde aussi existe. Liberté individuelle, donc ça reprend la notion d'autonomie. Encadrement légal et médical. Un cadre strict, donc les pour diront un cadre strict permettrait d'éviter les dérives et de garantir un processus encadré et éthique. Les pour vont dire au début, il y aura un cadre, et d'année en année, ce cadre va s'élargir. Charge émotionnelle et psychologique. Le fait de faire une euthanasie, ça va alléger la souffrance des proches, en évitant de devoir assister à une longue agonie. Les contres vont dire ça peut causer un stress moral aux soignants et aux familles qui vont participer au processus d'au revoir, à la brutalité du on-off du temps du décès, qui n'est pas une mort classique comme certains ont pu déjà voir. La question d'éviter le suicide clandestin, donc éviter soit les gens qui se suicident chez eux seuls, soit les gens qui vont partir à l'étranger pour bénéficier d'un suicide assisté ou d'une euthanasie. Et d'autres vont dire que ça va banaliser l'idée de vouloir sa propre mort. Coût des soins de fin de vie. L'avantage du pour, c'est que ça réduit les coûts de santé. On sait que la dernière année de vie, c'est celle qui coûte la plus cher. Mais là aussi, c'est une réalité. Et les comptes vont dire, oui, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas dire aux gens, vous ne voulez pas vivre comme ça, vous voudriez avoir une infirmière plus présente, mais ça coûte cher, donc si vous n'avez pas les moyens, on ne peut rien faire de plus, et du coup, les amener à considérer que ils seraient mieux morts que dans la situation qu'ils sont actuellement, parce que le système de soins ne leur permet pas d'avoir les soins. Alors, je vous dis ça vous paraît peut-être surprenant en France, mais si vous êtes dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, on est dans un peu dans le même timing, ils ont un peu... les lois sont en cours de discussion. En Angleterre, les propositions médicales sont très rythmées en fonction du coût. Le NHS ne rembourse pas, par exemple, il y a 10 ans, alors c'est plus le cas maintenant, tout cancer du pancréas n'avait pas le droit à une chimiothérapie, en considérant que le cancer du pancréas avait une espérance de vie faible et que ça coûtait trop cher à la société. Donc c'est pour vous dire que quand on vous donne les arguments, d'un sens comme dans un autre, c'est que souvent ça se sert d'expériences, mais qui ne sont pas dans notre environnement. Mais c'est pour vous faire comprendre pourquoi et quels exemples peuvent être donnés dans un sens ou dans un autre. Et après, il y a les perspectives religieuses et morales. Les pour vont dire que certains courants de pensée et même certaines religions considèrent que l'homme doit avoir le droit de disposer de sa propre vie. Les contre vont dire que de nombreuses traditions religieuses interdisent l'euthanasie en considérant que seule une force supérieure peut décider de la mort. Donc voilà les discussions dans lesquelles vous risquez d'être au mois de mai, en espérant qu'il fasse beau, et ce qui vous permettra de ne pas être devant votre télévision ou à votre radio et plutôt de vous balader en bord de mer.
Et enfin, vous entendrez parler, et je terminerai là-dessus, de la notion de la dignité. Alors la dignité, on peut la dire et la dérouler à plein de sauces différentes. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une définition de la dignité. Et souvent dans les débats, vous allez voir un ping-pong avec ce terme-là. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette notion de dignité, elle est propre à chaque société. Elle est propre aussi à chaque culture et à chaque norme collective, et qu'elle est évolutive. Et qu'en fonction de votre parcours à la fois individuel et collectif, vous n'aurez pas cette même vision de la dignité. Et ça rejoint aussi de la notion qu'on dit de bonne mort. Et donc là, il y a des études qui ont été faites, d'interroger des personnes de pour vous, c'est quoi une bonne mort en fonction de différents pays. Et là, ça revient à la notion de dignité, en fait. Chacun avait une notion différente de la bonne mort. Donc, quand vous entendrez parler maintenant de dignité ou de bonne mort, ça vous fera peut-être relativiser certains discours très globaux, dits dans un sens ou dans un autre. Et je vous laisse aller boire votre petit coup.